à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Politeia, l'université populaire des savoirs politiques, en partenariat avec Sciences Po Paris, Bibliocité et en direct de la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Cette année, vous pourrez suivre nos conférences en présentiel à la médiathèque, en direct sur Facebook et Twitch, et en replay sur YouTube et en podcast. Donc vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas suivre nos conférences. Cette année, nous vous proposons une saison consacrée à l'élection présidentielle de mai 2022, afin de décrypter les grands enjeux de la campagne et les dynamiques électorales, et de vous donner des clés d'analyse jusqu'au vote final. Ce début de campagne électorale est marqué par une très forte prégnance de l'extrême droite, aussi bien dans les intentions de vote que dans les thématiques traitées par les médias. Alors au mois de juin, lorsque nous avons organisé cette conférence, c'est Marine Le Pen qui était le visage de l'extrême droite. Si bien que nous posions alors cette question, faut-il avoir peur de Marine Le Pen ? Qui, comme vous le savez, après des années consacrées à dédiaboliser son image auprès des électeurs, apparaissait comme l'une des forces majeures de la politique française. Néanmoins, depuis, Éric Zemmour fait une ascension fulgurante auprès des électeurs, si bien que c'est lui qui incarne désormais la figure de proue des idées d'extrême droite. Alors que, rappelons-le, il n'est même pas candidat officiellement à l'élection présidentielle. Ainsi, alors qu'au mois de juin, Marine Le Pen était créditée de 25% des intentions de vote, elle est aujourd'hui retombée à 15% et est dépassée par le polémiste, quant à lui crédité de 17% des voix. Il faudrait peut-être plutôt se demander aujourd'hui s'il ne faut pas avoir peur d'Éric Zemmour. Quoi qu'il en soit, l'extrême droite apparaît comme le premier mouvement électoral français, puisque les deux candidats cumulent 32% des voix, quand Emmanuel Macron n'atteint que 24% des intentions de vote. Le paradoxe, pourtant, est que personne, ou presque, ne croit véritablement à l'accession de l'extrême droite au pouvoir, ni sous les traits de Marine Le Pen, ni sous les traits d'Éric Zemmour. Mais ne sommes-nous pas finalement dans un déni collectif qui pourrait finalement devenir préjudiciable ou même dangereux ? Marine Le Pen n'a-t-elle véritablement aucune chance d'être élue présidente de la République ? Qu'en est-il d'Éric Zemmour ? Et si l'un des deux candidats en venait à être élu, quels seraient les effets de leur programme, souvent qualifié de xénophobe ou de réactionnaire, sur une France déjà divisée ? En d'autres termes, faut-il avoir peur de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour ? Pour répondre à ces questions, nous avons l'immense honneur de recevoir Nona Mayer, politiste à Sciences Po Paris, chercheuse émérite, spécialiste du racisme, de l'antisémitisme et de l'extrême droite. Bonjour Nona Mayer et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alice et merci de m'avoir invitée. Je vous laisse maintenant la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. En fait, elle se ramène à deux questions. D'ailleurs, quelles sont les chances que Marine Le Pen ou Zemmour soient élus ? Et deux, si elle ou lui le sont, quelles seraient les conséquences ? Donc, je vais essayer de répondre en 20 minutes, puisque c'est la consigne. J'ai pris mes antisèches au cas où je n'arrive pas à me souvenir de tout ce que je voulais vous dire en 20 minutes. Et je vais essayer de le faire en 3 temps. D'abord, je voudrais voir les idées, la stratégie de Marine Le Pen comparée à son père, parce qu'elle prend la succession du parti en 2011, et qu'est-ce qui a changé ? Ensuite, je voudrais voir sa dynamique électorale, comparée à celle de son père, également, depuis 2011. Et enfin, je voudrais voir quelles sont ses chances, comparées à celles d'Éric Zemmour, pour la présidentielle d'avril-mai 2022, et avec les conséquences que l'on pourrait imaginer. Donc, d'abord, les idées et la stratégie. Alors, d'abord, sur le plan des idées, Marine Le Pen, c'est le clone de Jean-Marie Le Pen. Tous les deux, depuis l'origine du parti, ils mettent au cœur de leur plateforme les dangers, la menace que représenterait l'immigration, et tout particulièrement l'immigration musulmane. En 1989, une des candidates du Front National, Marie-France Tirbois, faisait campagne déjà sur le thème « Non au tchador à l'école », jolie erreur, non aux mosquées. Donc ce n'est pas nouveau. Et comme son père, ils mettent au cœur du programme la solution français d'abord, c'est-à-dire
ce que Le Pen appelait la préférence nationale, ce qu'elle appelle la priorité nationale, ce qui veut dire réserver les emplois, les logements, les aides sociales aux Français, en allant à l'encontre des principes de la Constitution et d'un certain nombre de traités et conventions internationales. Donc là, ils sont pareils. Mais ce qui fait que Marine Le Pen est différente, c'est d'abord la manière de le dire. Alors Bruno Maigret déjà disait il faut pas faire peur. Il faut euphémiser notre discours. Et je le cite textuellement, il ne faut pas dire les bougnoules à la mer, il faut dire on va inverser les flux migratoires. Eh bien, elle a bien retenu cette phrase et toute sa stratégie depuis qu'elle est arrivée à la tête du parti en 2011, c'est cette stratégie de dédiabolisation qu'elle a vendue avant même de l'appliquer, qui consiste en fait à inverser l'argumentaire. Elle est allée plus loin en ce sens que son père. Elle dit « le danger, c'est les islamistes. Les islamistes sont une menace pour les valeurs de la République et pour notre démocratie. C'est une menace pour les femmes, pour les gays, pour les juifs et pour la laïcité. Nous sommes le rempart. Votez pour nous. Nous sommes le seul et dernier rempart contre l'islamisation de la société française. » Donc là, elle va beaucoup plus loin que son père. Et cet argumentaire est habile, puisqu'il est démocratie compatible, pour aller vite. La deuxième grande différence, celle-là fondamentale, et qui est au cœur de la dédiabolisation, c'est qu'elle a banni l'antisémitisme. C'est la ligne rouge. Son père, dès les années 80, passait son temps à répéter que les chambres à gaz n'étaient qu'un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Marine Le Pen a systématiquement contredit. Elle a des tas de défauts, mais elle n'est pas antisémite, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est l'islam, ce n'est pas les juifs. Donc, chaque fois que son père l'a dit, elle a condamné, et souvent officiellement ces derniers temps. Quand il a dit qu'il fallait faire une fournée, en parlant du chanteur Patrick Bruel, elle a condamné ça en disant que c'était contraire aux valeurs du parti. Quand il a dit que l'occupation nazie n'était pas si inhumaine, elle a pris congé du parti pendant 2 mois. Et au fond, la brouille, puisqu'elle a fini par exclure son père, le parti a exclu son père, c'est le père parricide en 2015, c'était sur ce thème de l'antisémitisme, quand pour la énième fois, dans un hebdomadaire d'extrême droite, Rivarol, il avait repris les chambres à gaz détails de la Deuxième Guerre mondiale et fait l'éloge de Pétain et de la collaboration. Donc pour elle, c'est fondamental, c'est une ligne rouge à ne pas dépasser, en tout cas pour elle. Au sein du parti, il y en a qui n'ont pas vraiment encore pris conscience de cette ligne rouge, mais c'est au cœur de sa stratégie de dédiabolisation. Alors maintenant, le deuxième point, la dynamique électorale. Alors si j'avais mes graphes, si j'avais mon PowerPoint, je vous aurais fait des superbes graphes pour montrer que du père à la fille, ça monte comme ça, sur tous les types d'élections. Je me contenterai de prendre la présidentielle. En 2002, tout le monde s'affole parce que Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le deuxième tour. Il doit faire de mémoire 17% ou 16-17% au premier tour et 1 point de plus au second. Tandis que Marine Le Pen, elle se qualifie aussi pour le deuxième tour en 2017, mais elle fait 21 au premier tour et presque 34% au second, avec 11 millions d'électeurs, le record jamais atteint par ce parti. Et on le voit sur toutes les élections. Si on prend les européennes dès 2014, le Front National, à l'époque, arrive en tête de tous les partis, avec 1/4 des voix, et presque autant en 2019. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle fait beaucoup mieux que son père. Mais non seulement elle fait beaucoup mieux, mais elle fait autrement. Elle a diversifié les bases électorales. Alors, pas surtout. Il y a un point qui est le même pour l'électorat du père et de la fille, c'est l'importance du diplôme. Plus on a fait des études, moins il y a de chances qu'on vote pour ce parti. Il y a des énarques, des universitaires de haut rang, des hauts fonctionnaires qui votent pour le parti. Mais les probabilités d'un tel vote sont beaucoup plus fortes quand on descend l'échelle des diplômes. Pour vous donner un exemple, en 2017, dans notre enquête sur le premier tour présidentiel, les gens qui disent avoir voté pour Marine Le Pen, on passe de 48% chez ceux qui n'ont aucun diplôme à 8% chez ceux qui ont un diplôme du supérieur. Et on retrouve ça systématiquement depuis les premiers succès du FN dans les années 80, à la fin des années 80. Donc ça, ils sont pareils. Mais Marine Le Pen a réussi, avec sa stratégie de dédiabolisation, à conquérir un certain nombre de groupes qui n'auraient jamais voté pour le père. C'est une petite partie de l'électorat juif, auquel elle tient beaucoup parce que ça pèse rien du tout, 0,5% de l'électorat, des juifs qui se déclarent de religion ou de culture juive. Mais ils étaient moins de 4% en 2002 à voter Le Pen, ils étaient 13,5% à voter Marine
en 2012. Donc il s'est passé quelque chose sur le thème de la peur de l'islam, de l'islamisme, des Arabes. Deuxièmement, les gays. Pareil, il y a eu des enquêtes qui demandent non pas êtes-vous gay, mais qui demandent si vous vivez en couple avec quelqu'un du même sexe ou non. Et on voit qu'au régional de 2015, par exemple, il y a eu une enquête, on voyait que les hommes gays, ils étaient 38% à dire avoir voté pour le Front National, soit 10 points de plus que la moyenne de l'électorat. Donc tout ça, c'est quelque chose en surfant sur cette peur de l'islam et des islamistes. Mais surtout, la chose la plus importante, et je parlerai un peu plus de ça, c'est les femmes. Du temps du père, il y avait une vraie réticence des femmes à voter pour Jean-Marie Le Pen, et c'est propre à toutes ces droites radicales populistes en Europe. Les femmes votaient moins. Pour Le Pen, c'était 7 points d'écart entre le niveau de soutien des hommes et des femmes à certaines élections. Depuis que Marine Le Pen est arrivée, elle a mis le paquet, si je puis dire, pour arriver à conquérir les femmes. Elle a fait des 4 pages en leur faveur avec des photos. Elle a expliqué qu'elle était une Française, une femme dans un monde d'hommes, une mère de 3 enfants, une femme divorcée, moderne, une, je la cite, quasi-féministe. Et ça a marché. En 2012, oui, on peut rire sur quasi-féministe, on reviendra ensuite dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire, parce que l'avortement de confort, c'est pas très féministe. Mais en 2012, toutes choses égales par ailleurs, à diplôme, revenus, profession égale, il n'y a plus aucune différence entre le vote des hommes et des femmes pour Marine Le Pen. Donc déjà, elle a resserré ce qu'on appelle le Radical Right Gender Gap, l'écart sur le vote de droite radicale populiste pour ces partis. Et en 2017, c'est encore mieux, il n'y a plus aucune différence, mais même si on regarde dans les coins, les jeunes femmes de 18 à 24 ans, celles qui n'ont jamais connu que Marine Le Pen à la tête du parti, la première fois qu'elles votent, elles ont plus voté pour elle que les jeunes hommes. Chez ces jeunes femmes, on arrive à 1/3 de vote pour Marine Le Pen au premier tour 2017, alors que chez les jeunes hommes du même âge, on est à 1/4. Donc, tout ça pour dire qu'elle avance, Marine Le Pen. Il y a des pions qui vont dans la bonne direction pour elle, même si elle n'arrive toujours pas à attirer les voix des électeurs les plus diplômés et sur des classes moyennes et supérieures. Là, il y a encore un blocage, même s'il y en a. Elle a des voix dans toutes les catégories, mais moins. Et le troisième point, est-ce que je suis à peu près dans les temps? Bon. Donc le troisième point, ça sera ses chances, partant de tout cela, en 2022. Alors, bien sûr, je n'ai pas une boule de cristal, et il faut être vraiment très très prudent, parce qu'on est à 6 mois de l'élection, on ne sait même pas qui sera candidat. Les sondages sont à prendre avec des pincettes, on pourra y revenir, parce que la plupart des gens ne savent vraiment pas s'ils iront voter, pour qui ils iront voter, encore moins s'il n'y a pas de candidat. Et puis c'est des sondages, on reviendra peut-être aussi là-dessus, c'est des sondages en ligne. Et il y a des gens qui ne touchent pas, donc une bonne partie de la population, encore aujourd'hui, il y a la fracture numérique, ils ne répondront pas à des sondages en ligne, ils ne sont pas à l'aise en ligne. Autrement dit, on a des biais. Donc attention, ça peut être une bulle sondagière, on ne sait pas. En tout cas, on voit qu'il y a une belle montée, mais attention, donc prudence. Ceci posé, on peut faire une analyse des forces et des faiblesses de Marine Le Pen face à Zemmour dans le contexte de ces élections. Alors là encore, il y a des choses qui sont propres à toutes ces droites radicales populistes à travers toute l'Europe. Je parlerai d'abord des atouts. L'atout, c'est l'accélération de la mondialisation économique et financière à la fin des années 90, qui génère des gagnants et des perdants. Les perdants, c'est ceux qui sont moins instruits, moins qualifiés, qui ont peur de la concurrence étrangère et en France. Et on les a appelés les perdants de la mondialisation. Parce que Marine Le Pen dit les oubliés. Et elle dit qu'elle les défend et que c'est le seul parti qui les défend. Et ça, on le voit à travers toute l'Europe, sous une forme ou sur une autre. L'idée que ce sont eux et pas les partis de gouvernement qui défendent les perdants de la mondialisation. Le deuxième point qu'on voit à travers toute l'Europe et dans toutes les vieilles démocraties, c'est une usure, une fatigue démocratique, une désaffection à l'égard des partis. Imaginez qu'en France, aujourd'hui, ceux qui disent avoir confiance dans les partis politiques, on est à 16%. C'est tout en bas de l'échelle de hiérarchie de toutes les institutions. Donc, les partis ont changé, ils se sont coupés de leur base. On a une vraie crise des partis à travers toute l'Europe. Puis les électeurs et les électrices ont changé aussi. Ils ont quand même globalement fait plus d'études qu'au lendemain de la guerre. Ils sont plus informés par les réseaux sociaux. Ils sont plus critiques.
Il y a plein de bouquins qui ont été écrits sur ce thème de la montée des électeurs critiques. Et tout ça, c'est très bon pour des partis comme celui de Marine Le Pen, qui mise à côté du rejet des immigrés sur le rejet des élites, le rejet de ceux qui nous gouvernent, le rejet de ceux d'en haut. Donc tout ça, c'est bon pour eux. Et puis, il y a des aspects plus conjoncturels. La grande crise économique de 2008, qui a généré beaucoup de problèmes et de frustrations et de ressentiments. Les attentats terroristes, depuis 2012, 2015 surtout. La France est un des pays les plus touchés en Europe par ces attentats au nom du djihad, l'attentat terroriste islamiste. Et puis, en 2015 aussi, la crise des réfugiés, la crise entre guillemets, parce que c'est plus compliqué, mais tout cela fait que ça donne aux propos de Marine Le Pen l'idée, ben oui, c'est vrai, les islamistes, et puis certains vont très vite, ils disent islam, est une menace économique, culturelle et politique en France aujourd'hui. Donc tout ça, ça va dans le sens de ces partis. En revanche, il y a quand même des sacrées faiblesses de Marine Le Pen et de son parti. Malgré l'amélioration de son image, il y a quand même presque la moitié, encore 49% des personnes interrogées dans le baromètre annuel du Monde, là, qui, depuis 1984, explore l'image de ce parti. Il y en a une moitié. Ils sont plus nombreux à penser que son parti est un danger pour la démocratie. C'est beaucoup. C'est quand même la moitié de l'électorat, même si c'est moins qu'à l'époque du père, où on montait à 2/3 et parfois 3/4. Le deuxième point, c'est le manque de crédibilité. Marine Le Pen, dans le dernier sondage, qui est quand même il y a moins d'un an, en mai, on demandait si elle avait un certain nombre de qualités, notamment l'étoffe d'une présidente de la République. Il n'y a que 24% des personnes interrogées qui considèrent qu'elle a l'étoffe d'une présidente de la République et un tiers qui considèrent que son parti est capable de gouverner. Donc ils ont un déficit de crédibilité, il ne faut pas oublier. Et puis c'est encore perçu comme un parti anti-système avec qui on veut bien voter au premier tour, mais on ne fait pas d'alliance avec lui au second. Pas d'alliance, ce principe-là est important. Même si les fronts républicains ont tendance à se fissurer un peu, c'est quand même pas encore vu comme un parti comme les autres, malgré l'amélioration de l'image. Et puis, bien sûr, le vrai problème, c'est Éric Zemmour. Ça, c'est imprévu. Personne ne l'avait vu venir, personne n'y croyait vraiment. Et là, c'est intéressant parce que Éric Zemmour, si on se fie quand même un peu à l'ensemble des sondages, en se disant que si on les prend tous, peut-être on trouvera un petit peu de vérité là-dedans, eh bien, ceux qui sont prêts à voter pour Zemmour s'il se présente, c'est un tiers des électeurs et électrices de François Fillon en 2017, donc la droite, les Républicains, la droite conservatrice, et c'est un tiers des électeurs et électrices de Marine Le Pen. Donc, ça vient manger les deux électorats, la droite et l'extrême droite. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire, extrême droite. Mais donc, c'est important et c'est intéressant parce qu'au fond, je dirais que l'électorat de Zemmour, tel qu'il ressort des sondages, et celui de Marine Le Pen, ils sont presque complémentaires. Zemmour fait mieux dans les classes moyennes et supérieures, pas dans les classes populaires, où c'est quand même Marine Le Pen. Il fait mieux chez les cathos tradis, les catholiques pratiquants, qui adhèrent aux valeurs de l'Église, qui trouvent que Vatican II, non, qu'on est allé trop loin, ceux de la manif pour tous. Donc là, il y a un atout à Zemmour que Marine Le Pen n'a pas. Elle n'est pas allée manifester à la manif pour tous, et c'est chez les catholiques non pratiquants qu'elle fait les meilleurs scores, pas chez les cathos tradis. Et puis surtout, Éric Zemmour, c'est chez les hommes qui fait ses meilleurs scores. Tous les sondages nous montrent 10 points d'écart là, entre le soutien des hommes et des femmes. Donc c'est les hommes derrière Zemmour, et les femmes se sont mises à voter autant que les hommes pour Marine Le Pen. Mais vous voyez, tous ces décalages font qu'ils seraient presque complémentaires. Ensemble, ils seraient redoutables. Mais à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je ne vais pas répondre à la question « faut-il avoir peur ?» Ce n'est pas une question de recherche. C'est à vous de voir avec ce que je vous ai dit, quelles conclusions vous en tirez. Faut-il avoir peur ? En tout cas, si jamais Marine Le Pen ou Zemmour, Éric Zemmour, arrive au pouvoir, il prendrait des mesures qui vont à l'encontre des principes constitutionnels. Marine Le Pen, là, est en train de réfléchir à la manière d'inscrire la préférence nationale dans la Constitution. Ça veut dire qu'il faut réviser la Constitution. Et elle propose de le faire par référendum. Ça veut dire qu'on est en contradiction avec toutes les conventions internationales, tous les droits fondamentaux qu'ils reconnaissent. Donc, ça veut dire aussi qu'on va revenir sur les droits des femmes, si c'est Éric Zemmour. Il est encore plus que Marine Le Pen contre l'avortement.
Ça veut dire Marine Le Pen, elle est pour abroger la loi Guessot, c'est-à-dire abréger un certain nombre de lois qui punissent le racisme, et en particulier le délit de révisionnisme. Ça veut dire que les deux n'ont pas beaucoup d'antipathie pour le régime de Vichy, même si Marine Le Pen, à la dernière commémoration de la rafle du Veldiv, pour la première fois, a exprimé son soutien et rendu hommage aux victimes, mais elle n'a toujours pas reconnu le discours de Jacques Chirac de 1995, la responsabilité de l'État français à l'époque de Vichy. Donc, tout cela fait qu'il faut voir les conséquences. Donc, à vous de juger. Maintenant, qu'en est-il de la probabilité ? Moi, je dirais que les chances pour qu'une Marine Le Pen ou qu'un Éric Zemmour soit élu président de la République, quoi qu'on en dise, même c'est des gens à gauche et à droite qui disent « Ah, si c'est Macron contre Marine Le Pen ou Macron contre Zemmour, je ne voterai pas Macron ». Je ne suis pas sûre qu'ils tiennent le même discours dans la réalité, dans les faits, au moment où il faut se décider au deuxième tour et mettre son bulletin dans l'urne. Je pense que les chances réelles sont très très faibles. Mais elles ne sont pas totalement à exclure. Pourquoi ? Parce que ce que nous disent les sondages aujourd'hui, c'est que Zemmour et Le Pen, ils sont dans un mouchoir de poche. Si l'un fait 17 et l'autre fait 15-16, on est dans la marge d'erreur d'un sondage. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on a 3 candidats qui sont très très proches, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Bertrand, si c'est lui. Donc, pour l'instant, on ne peut absolument rien dire, mais on est dans une zone d'incertitude. Ça veut dire que, contrairement à ce qui se passait il y a 6 mois, on ne sait pas qui va être qualifié pour le second tour. Et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant. Enfin, là, il faut voir un petit peu. Donc, on a une marge d'incertitude énorme. La deuxième incertitude étant la montée de l'abstention. Vous avez vu qu'aux dernières régionales, on a 2/3 d'abstention. Et chez les jeunes de 18-24 ans, on est à 84% d'abstention. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de cette présidentielle ? Est-ce que c'est la désaffection à l'égard du système politique qui va l'emporter, ou l'envie de punir Macron, ou se faire plaisir en votant pour une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour ? Donc, je terminerai en citant une phrase qui est attribuée à Napoléon, le second, son successeur, pas Bonaparte, le second Napoléon. Il disait, Napoléon III, en politique et en amour, il ne faut jamais dire jamais. Donc, je terminerai là-dessus. Attendons de se rapprocher de l'élection présidentielle pour y voir plus clair. Merci. Merci beaucoup Nona Mayer pour cet éclairage. Alors je vais vous poser quelques questions pendant un temps d'échange entre nous et ensuite on laissera la parole au public. J'imagine que vous avez de nombreuses questions. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, vous l'avez d'ailleurs évoquée dans votre présentation, c'est qu'on parle d'extrême droite. On entend, et c'est un argument finalement anti-Le Pen, anti-Zemmour, attention, ils sont d'extrême droite. Mais peut-être qu'il faudrait avant tout préciser la définition de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on entend par extrême droite aujourd'hui ? Est-ce que c'est une notion qui a encore du sens en 2020 ? Est-ce que ça a le même sens que par le passé ? Est-ce que, en tout cas, vous pouvez nous éclairer sur ce terme ? Absolument, parce que c'est un débat et parce que Jean-Marie Le Pen a fait des procès au Monde, par exemple, à ceux qui le qualifiaient d'extrême droite. Si on prend l'extrême droite avec l'idée que c'est des fascistes ou que c'est les ligues des années 30, ben non. Le Front National a été créé pour rentrer, pour réinsérer toutes les composantes de droite, y compris les plus extrêmes, dans le jeu républicain, et justement pour se démarquer des fascistes. Donc, dire, comme dans les manifs, les FAF, non. En ce sens-là, ce n'est pas l'extrême droite des années 30, ce n'est pas les chemises brunes. En revanche, si on prend l'extrême droite au sens d'une position relative sur l'échiquier politique, alors là, oui. Chaque fois qu'on demande aux personnes interrogées de classer les partis et les hommes et femmes politiques sur une échelle, la classique échelle gauche-droite qui va de gauche à droite, que vous mettiez 7 godets, 10 godets, on met toujours systématiquement Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et leur parti, le FN hier, le Rassemblement national aujourd'hui, plus à droite que tous les autres partis. En ce sens-là, ils représentent une extrême droite. Ils sont plus à droite que tous les autres. Et ce positionnement sur l'échelle gauche-droite, ce n'est pas un positionnement creux, ça correspond à des valeurs. C'est aussi, si on prend les électeurs et les électrices de Marine Le Pen,
plus on va à droite, plus ils se situent, ces électeurs, sur l'échiquier politique à droite, et plus ils votent pour elle. En 2017, à l'extrême gauche, ceux qui se mettaient à l'extrême gauche, ils étaient 11% à voter pour elle, mais ceux qui étaient à l'extrême droite, sur l'échelle gauche-droite, ils votaient à 87% pour elle. Donc on ne vient de pas me dire que le clivage gauche-droite a disparu. Pour expliquer l'adhésion à Marine Le Pen, ça veut dire quelque chose. Plus tous ceux qui refusent le clivage gauche-droite, qui se mettent au milieu, ou qui ne répondent pas, et qui votent aussi pour elle. Mais il y a, en ce sens-là, un vote, disons, de droite extrême, si on ne veut pas confondre avec l'extrême droite. Et quand je dis que ce sont des valeurs, on voit que plus on est à droite, plus on est partisan d'une vision autoritaire hiérarchique de la société, d'une vision inégalitaire. En fait, le contenu de ce qui oppose la gauche et la droite, Frédéric Bon, qui était un politiste très sympa, qui est mort depuis, il expliquait très bien que c'était gauche-droite. Il n'y a pas de contenu. Le contenu change. C'est des cadres qui nous permettent de nous situer. C'est une boussole politique. Mais il y a un moment où le nationalisme, après la Révolution française, il était de gauche. Aujourd'hui, la République, Marine Le Pen défend la laïcité à peu près autant que les électeurs de LR. Donc, il y a eu, à travers le temps, le contenu de ce qui oppose la gauche à la droite a changé. Si on prend aujourd'hui, on voit clairement que la seule chose qui reste un peu stable, c'est cette vision autoritaire, hiérarchique de la société. Là, il y a quand même une différence gauche-droite, et elle est très claire aujourd'hui. Sur la peine de mort, vous avez 40 points d'écart entre l'adhésion au rétablissement de la peine de mort du côté des insoumis ou des gens qui se situent à l'extrême gauche, et les électeurs de Marine Le Pen, dans nos enquêtes, à 90, parfois 95%, ils disent qu'ils sont en faveur du rétablissement de la peine de mort. C'est ce que j'appelle une vision autoritaire, punitive, répressive de la société. Et quand il s'agit des immigrés, eh bien, ceux qui pensent qu'il y a trop d'immigrés, vous allez avoir un quart à l'extrême gauche de l'échelle politique et vous allez avoir 80-95% à l'extrême droite. Autrement dit, en ce sens-là, cette dimension relative de positionnement sur l'échelle gauche-droite, oui, Marine Le Pen et son électorat, ils sont clairement plus à droite que tous les autres partis. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui rassemblerait un candidat comme Zemmour et un candidat comme Marine Le Pen? Quel serait, selon vous, le noyau, finalement, commun entre leur noyau commun, c'est le rejet des immigrés, le rejet de l'immigration, le rejet de l'islam et une vision autoritaire. Simplement, je dirais que d'une certaine manière, avec Zemmour est encore plus à droite que Marine Le Pen. Parce que jusqu'à une période très récente, elle ne reprenait pas à son compte la thèse du grand remplacement. L'idée que demain, les églises sont remplacées par des mosquées, il y aura un maire un président de la République musulman. Je veux dire, ils sont en train de conquérir la France. Elle ne va pas aussi loin. Elle dit simplement, il faut mettre une barrière. Il faut arrêter, il faut renvoyer les irréguliers. S'il faut stopper, on ne peut plus accueillir. Donc elle va encore plus loin. Et il va encore plus loin parce que lui, il a dit clairement que philosophiquement, il était en faveur de la peine de mort. Alors que Marine Le Pen est plus nuancée. Aujourd'hui, ils disent plutôt pour certains crimes, pour les plus graves, pour le terrorisme, on fera un référendum. Voilà. Comme pour la préférence nationale. Mais sinon, clairement, il se situe à droite de la droite. Et c'est compliqué parce que même au sein de l'électorat LR, les Républicains, il y en a une partie qui sont sur cette ligne. Donc, ça sera intéressant d'aller creuser un petit peu chez les électeurs LR qui se situent très à droite, chez les électeurs de Marine Le Pen qui se situent très à droite, chez les déçus de la politique, chez les déçus de Marine Le Pen, parce que j'ai oublié une chose tout à l'heure. Parmi les éléments de son déclin, peut-être, il y a une grave crise interne au parti. J'ai oublié d'en parler. En fait, ce n'est pas simplement qu'elle est rejetée par les autres partis, c'est qu'à partir de 2017, sa success story électorale semble un peu s'interrompre. Elle a fait un très mauvais score aux élections régionales. Elle a fait 10 points de moins qu'aux élections précédentes. Il y a plus d'une centaine de cadres et d'élus, par exemple d'élus conseillers régionaux, qui ont quitté le parti. Il y a le sentiment qu'elle n'est pas assez à droite. Donc ceux-là, c'est ceux qui pourraient aller rejoindre un Éric Zemmour. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous exposez, c'est que ça semble aller à l'encontre d'un poncif qu'on entend très régulièrement, qui affirme que les extrêmes se rejoignent, que finalement, Mélenchon-Le Pen, tous pareils. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette phrase qui est ressortie? Je dis non, non et non. Et on a eu tout un débat avec Pascal Perrineau, un autre politiste, parce que lui, il avait forgé ce terme de gaucho-lepénisme, qui était un très joli terme, parce que ça faisait gaucho, gauchiste, donc extrême gauche, lepéniste, extrême droite. Et on s'est beaucoup empaillé là-dessus dans le débat.
En fait, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé pour désigner l'Allemagne nazie et pour dire qu'au fond, les communistes, ils sont comme les nazis, quoi. C'est la thèse du fer à cheval. C'est-à-dire, il n'y a pas un axe, il y a un fer à cheval où donc les extrêmes se rencontrent. Et moi, je me souviens que j'avais discuté de ça avec Pascal Perrineau au moment où il y avait une percée du NPA, du nouveau parti anticapitaliste de Besancenot, et je lui avais montré que, premièrement, quand on regardait l'électorat, et on pourrait faire exactement, j'ai fait la même chose sur les insoumis, leur électorat se situe à l'extrême gauche. Celui de Marine Le Pen, il se situe à l'extrême droite. Ils ont en commun de rejeter l'Europe, mais au nom de valeurs radicalement opposées. D'un côté, c'est contre l'Europe du grand capital, contre les capitalismes, contre les trusts. De l'autre, c'est pour la défense de l'identité nationale, contre la menace immigrée. Sur le rejet des immigrés, du côté du NPA et des Insoumis, on est à 20-25, tandis qu'on est à 95% du côté de l'électorat. Donc, ce sont deux univers qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Donc, l'idée d'un rapprochement des extrêmes, en dehors du fait qu'ils sont d'accord pour condamner les élites, ceux d'en haut, et pour condamner l'Europe, leurs valeurs sont radicalement opposées. Et leur profil, d'ailleurs, est tout autant opposé. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a un électorat plus ouvrier que Besancenot et les Insoumis, qui ont plus d'employés ou plus de personnes qui ont un petit diplôme. Donc, même au niveau du profil, ce n'est pas la même chose. Donc, non, clairement non, même si on peut dire qu'ont en commun les plus extrêmes à gauche et à droite, ils ont en commun une certaine radicalité, peut-être un certain rapport à la violence, etc. Mais il n'y a pas de rapprochement des extrêmes sur le plan des valeurs et de l'idéologie. C'est très important d'avoir ça en tête. C'est pour ça que je n'aime pas l'expression de gaucho-lepénisme. Je préfère l'expression d'ouvriero-lepénisme, parce que là, effectivement, Le Pen père et Le Pen fille ont attiré progressivement une fraction importante, pas majoritaire. C'est l'abstention qui arrive en tête, mais une fraction importante de l'électorat ouvrier. Donc je préférais dire ouvriero-lepéniste, parce qu'on peut être ouvrier, mais il y a longtemps que la majorité des ouvriers ne votent plus à gauche, depuis le déclin du Parti communiste, en gros. Et même déjà à l'époque du gaullisme, Jean Charlot montrait qu'il y avait un gros tiers des ouvriers qui votaient pour De Gaulle. Autrement, il y a des ouvriers conservateurs. Donc il ne faut pas essentialiser les ouvriers qui seraient de gauche. Non. Donc je suis d'accord pour ouvriero-lepéniste, mais pas pour gaucho-lepéniste, et certainement pas pour la théorie du fer à cheval. Elle est de moins en moins validée. Quand on regarde ce fameux sondage dont je parlais en introduction tout à l'heure, on voit que les 4 premiers scores sont occupés par des candidats qui se situent plutôt à droite, voire très à droite. Donc, pour ne citer que Macron, Le Pen, Zemmour et Bertrand. Bon. Est-ce que ça peut nous permettre de conclure, selon vous, à l'analyse d'une droitisation des idées en France? L'idée que le peuple français serait de plus en plus à droite, finalement. Eh bien non. Là encore, je vais vous décevoir, mais non, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la ritournelle des chercheurs. Rien n'est blanc et noir. Tout est dans les nuances de gris, c'est plus compliqué. Alors, quand vous dites droitisation de la société, d'abord, il faut bien voir que ces sondages, ils sont à prendre avec des pincettes, parce que les personnes, c'est des sondages faits à partir de ce qu'on appelle un access panel, c'est-à-dire des gens qui ont des petites gratifications symboliques, sont rétribués pour répondre à plusieurs panels par an. Donc, c'est des gens qui sont très à l'aise sur Internet. C'est déjà pas le commun des mortels. Donc, c'est déjà un monde à part. Et toutes nos études montrent que les réponses des gens qui sont là et qui se lâchent parce qu'il n'y a pas d'enquêteurs ou d'enquêtrices face à eux sont plus politisés. Ils viennent moins de l'électorat populaire. Ils ont un autre rapport aux nouvelles technologies. Et ils sont plus à droite. Mais ils sont aussi, d'une certaine manière, plus proches des gens qui vont aller voter. Et ils sous-estiment ceux qui vont s'abstenir. Alors, plutôt que de droitisation, moi je dirais qu'en France aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est la montée de l'abstention. Des gens qui ne sont pas représentés dans ce sondage, qui ne vont pas vous donner une intention de vote, qui se détournent de la politique. Le fait de ne pas répondre à ces questions politiques, de dire qu'on va s'abstenir, de rejeter la gauche et la droite, ça me semble la tendance la plus fondamentale. Ensuite, quand on regarde dans les coins, ça dépend comment on pose la question sur l'échelle gauche-droite, mais on voit en fait que c'est ceux qui se mettent au centre, donc la position refuge qui augmente. La gauche, elle a dû, depuis 2016, il y a un livre de Janine Mossus-Navot sur le clivage gauche-droite, elle montre que ceux qui se situent dans les 3 premières cases de gauche sur l'échelle en 7, ça a dû décliner de 3 points. Mais ceux qui se situent à droite aussi. Il ne faut pas confondre le positionnement sur l'échelle gauche-droite avec les votes déclarés qui, eux, nous montrent clairement
que parce que les électeurs de droite et de droite dure sont plus mobilisés, dans les sondages, effectivement, les votes pour les partis de droite et d'extrême droite écrasent complètement les votes pour les partis de gauche. Mais le vrai problème là, c'est un problème d'offre. Les électeurs et les électrices, ils savent où ils sont sur l'échelle gauche-droite, sauf ceux qui se mettent au milieu parce qu'ils disent « ouf, ras-le-bol ». Mais en fait, ils ne trouvent pas de chaussures à leurs pieds. C'est un problème d'offre politique. Donc moi, je sais très bien que je suis de gauche. Mais pour qui voulez-vous que je vote pour la gauche aujourd'hui ? Je ne veux pas de Mélenchon, je ne veux pas des socialistes, je ne veux pas des écolos, je ne veux pas de Hidalgo. Ils ne trouvent pas de parti. S'il y avait un grand parti d'union de la gauche, peut-être qu'on trouverait des résultats complètement différents. On peut rêver. On est dans un état d'effritement et de fragmentation de la scène partisane. C'est ça que je mettrais avant la notion de droitisation. 2 derniers points. Vincent Tibéri, que vous allez, je pense, inviter un jour, qui travaille beaucoup sur le renouvellement générationnel. Et il nous montre que chaque nouvelle génération est en fait plus à gauche que celles qui l'ont précédée. Donc, ceux qui se droitisent, je dirais, c'est les vieux. Enfin, ceux qui sont plus inscrits, ceux qui vont plus souvent voter, et ceux qui, peut-être, sont plus à droite en fonction de la génération à laquelle ils appartiennent. Mais les jeunes et les générations intermédiaires, ils nous montrent très clairement, là encore, je n'ai pas mon PowerPoint, sinon je t'aurais montré des courbes magnifiques. Les plus jeunes, ils sont plus à gauche, d'une part, et ils se classent moins souvent, d'autre part. Autrement dit, on a chez les jeunes, quand ils se classent, ils sont plus à gauche, mais ils sont une proportion croissante à ne pas se situer et à ne pas aller voter, comme on l'a vu aux dernières départementales. Enfin, sur le plan des valeurs, avec Vincent Tibéri et d'autres chercheurs, on travaille tous les ans pour le sondage sur le racisme fait pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est génial parce que ça nous permet de voir l'évolution des valeurs et l'évolution du rapport à l'autre, autre par la couleur de peau, par l'origine, par la religion, depuis 1990. Et ça nous permet d'avoir non pas une question qui ne veut jamais rien dire, mais 69 questions posées au moins 3 fois depuis 1990. Et Vincent Tibéri a construit un indice longitudinal de tolérance. Je traduis en langage ordinaire, ça veut dire qu'il a un indicateur de tolérance solide, parce qu'il repose sur beaucoup de questions. Et cet indicateur, il monte et il descend. Après la Coupe du monde de football de 1998, l'indicateur de tolérance bondit. Et après les émeutes de 2005, il chute. Mais, bon an, mal an, la tolérance augmente. Et c'est là que je dirais qu'il n'y a pas une droitisation de la société. Parce qu'il y a un renouvellement générationnel, parce qu'il y a une hausse du niveau d'études, parce qu'on vit dans une société de plus en plus multiculturelle, ce sondage qui, lui, n'est pas un sondage en face à face, qui, lui, n'est pas, un sondage Internet, qui est un sondage en face à face, où on va au domicile de la personne, où on prend son temps pour lui poser des questions, où on a des personnes d'origine populaire, où on a surtout beaucoup de personnes issues de l'immigration. Il y en a 35% qui ont, parfois 39% qui auront au moins un grand-parent, un parent ou un grand-parent étranger. C'est ça la France d'aujourd'hui, qui n'est pas dans les Access Panel, où il y a beaucoup moins de personnes d'origine étrangère. Eh bien, cette France-là, dans sa diversité, elle est de plus en plus tolérante. L'indice augmente. On est à 60. Et à 0, c'est les gens qui diraient toujours la réponse intolérante sur ces 69 questions. À 100, on peut rêver, ceux qui donneraient toujours la réponse tolérante. Pour vous donner une idée, à notre dernier sondage de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on était à 67, alors qu'on était aux alentours de 50 au début de la période. Donc, malgré les retours en arrière, il y a une évolution vers plus de tolérance. Et ce renouvellement générationnel, à terme, montre qu'on ne peut pas purement et simplement conclure à une droitisation de la société française, mais à ce que la droite et la droite de la droite sont plus mobilisées, oui, certainement. Et que la droite et la droite de la droite ont une offre politique aujourd'hui présente. Il a l'attrait de la nouveauté, Zemmour. Il est polémiste, il fait scandale comme Jean-Marie Le Pen faisait scandale dans les années 80. Donc ils ont une offre. Et ils n'ont pas les problèmes des partis existants qui sont usés. Donc voilà à quoi se réduit cette droitisation de la société française. Vous voyez que c'est plus complexe. Bonne nouvelle. Je suis très optimiste, oui. de nature. Alors, ça me permet de rebondir immédiatement sur cette question des sondages, justement, qui traverse un petit peu toutes les analyses que vous proposez. On a l'impression aujourd'hui que la démocratie se fait à partir des sondages, enfin on ne parle que de ça.
je le rappelais en introduction, mais on parle de sondage sur Zemmour qui n'est pas candidat. Donc finalement, le sondage devient presque un peu absurde. On peut se poser la question. Quel est selon vous le statut, la fonction de ces sondages dans la démocratie française et les effets, les conséquences de cet abus peut-être des sondages? Il y a un abus, puis ça dépend de la manière dont on les fait. C'est-à-dire, il est évident que même en prenant toutes les précautions possibles, quand on ne sait pas qui sont les candidats et que l'élection sera dans 6 mois, au mieux, ça nous donne un indice de popularité sur le moment. Mais quand en plus ce sont des access panels en ligne où on évacue, où ils ne sont pas représentatifs de la population française dans sa profondeur et dans sa diversité, alors je dis attention. Mais en revanche, les sondages, c'est très important dans une démocratie. D'ailleurs, Gallup, qui a vraiment développé la technique aux États-Unis, pour lui, c'était un rêve. C'était l'idée que la vraie démocratie, c'est l'assemblée de village, où tout le monde vote et décide sur la place du village. Dans nos grandes sociétés, on ne peut pas rassembler tout le monde dans une pièce ou sur la place du village. Alors le sondage va servir à ça. Il va nous permettre de donner la voix aux gens qui ne parlent pas, aux gens qui ne s'expriment pas, aux majorités silencieuses. Pour lui, les sondages, c'était vraiment fondamental dans une démocratie. Ça allait nous permettre de voir comment pensent les autres que je ne connais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini la société de voisinage où on parle à tout le monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux remplissent aussi un peu ce rôle. Mais là encore, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, l'idée que les sondages peuvent nous informer sur ce que pensent les autres qui ne sont pas comme moi, c'est fondamental en démocratie. C'est un élément d'information important. Encore faut-il que ce soit des bons sondages. Et ensuite, ne faut-il pas leur prêter un pouvoir qu'ils n'ont pas? Parce que le même sondage, lu par 2 personnes différentes, va les amener à la conclusion radicalement opposée. Et je me souviendrai toujours, quand je suis rentrée dans la recherche, je travaillais pour Frédéric Bon, et il faisait un livre, il avait toutes les pièces, et il m'avait demandé de faire un premier draft de l'écriture. Au fond, j'étais le nègre de Frédéric Bon, mais j'avais signé le livre avec lui, et avec son cousin Michel-Antoine Burnier. C'était « Les sondages peuvent-ils se tromper ?» Et je me souviens, l'idée de Fred Bon était très bonne. Il disait, pour faire comprendre le fait que les sondages ne sont pas tout puissants, imaginez le candidat qui voudrait truquer les sondages en sa faveur. Et le chapitre devait s'intituler « La nuit blanche du candidat qui veut truquer les candidats en sa faveur ». Parce que imaginez qu'il se donne un coup de pouce. Il se donne 4 points de plus. Très bien, ça va encourager certains à voler vers la victoire, mais il y en a d'autres qui vont se dire, il est déjà élu, ce n'est pas la peine que je me déplace pour aller voter. Et s'il baisse son score à 3 points en dessous, il y en a qui vont dire, oh le pauvre, il faut absolument qu'on l'aide, on va aider. Et puis d'autres qui vont dire, ce n'est pas la peine, c'est un loser. Autrement dit, attention, le même sondage va pouvoir produire des effets radicalement différents, et la plupart des grandes études sur l'impact des sondages montrent qu'en fin du compte, très souvent, pas toujours, mais très souvent, leurs effets s'annulent. Donc, il faut des sondages en démocratie. C'est un élément d'information indispensable. Encore faut-il contrôler les sondages, faire attention. Et il y a quand même plus de contrôle. Aujourd'hui, il y a la commission des sondages, il y a des règles, il y a des éthiques. Mais attention à la manière de les lire, à la manière de les interpréter, à la manière dont la question est posée. Et le gros problème, où quand même le meilleur sondage du monde aura du mal à savoir ce que les gens vont faire, les opinions ne sont pas les comportements. Les gens peuvent vous dire « Ah oui, j'adore Zemmour, je vais aller voter Zemmour ». Et puis ils n'iront pas voter le jour de l'élection. Et donc pour arriver à savoir vraiment comment poser la question de qui ira vraiment voter, est-on certain de voter, c'est là que les sondages montrent leurs limites. Donc apprendre, mais avec des pincettes. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un rapport spécifique de la France face à l'extrême droite? On a l'impression qu'il y a parfois une obsession française pour ces questions de l'islam, évidemment, que vous évoquiez dans votre présentation. Voilà, cette obsession dont on entend parfois parler à l'étranger, on me dit, mais les Français, qu'est-ce que vous avez avec le voile, l'islam, la laïcité, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport spécifique? C'est 2 choses différentes. Parce qu'il y a d'une part l'extrême droite, et il y a de l'autre le principe de laïcité. Et vous avez beaucoup de personnes de gauche qui sont braquées contre le voile. Vous avez des féministes qui sont contre le voile. C'est un enjeu qui divise la gauche et la droite. Donc c'est beaucoup plus compliqué que de dire l'extrême droite est contre le voile. Non. Le printemps républicain, c'est pas... D'accord, mais il y a des gens à gauche qui sont sur une ligne complexe. Donc, distinguons les 2 problèmes. Alors, la France a sans doute une des plus vieilles traditions d'extrême droite en Europe. Je veux dire, si on exagère un peu, les racines idéologiques, c'est la pensée réactionnaire post-1789. Vous pouvez remonter et dire que la France,
depuis ceux qui, dans la pensée conservatrice, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, rejettent la Révolution et l'héritage des Lumières, c'est là que se ressourcent des gens comme Zemmour. Vous avez déjà là quelque chose qui n'est pas l'extrême droite, parce qu'il faut... ça n'a pas le sens qu'on a aujourd'hui, mais vous avez déjà une ultra-droite, des gens qui vomissent la République. Et puis progressivement, vous allez avoir les années 30, les ligues, le nationalisme. Vous allez avoir toute une tradition qui se met en place et qui fait que la France est un des pays d'Europe. Vous avez le Maurras, vous allez avoir une vieille tradition qui irrigue l'extrême droite d'aujourd'hui, sans compter la tradition boulangiste, qui est un peu une droite populiste. Donc vous avez des tas de courants politiques qui peuvent irriguer la pensée d'extrême droite d'aujourd'hui. Et quelqu'un comme Zemmour, on critique au sein du FN, on critique beaucoup Marine Le Pen en disant elle n'a rien lu, c'est pas du tout une idéologue. Son père, oui, il avait lu, mais pas elle. Bon, ça c'est leur débat interne, on les laisse en famille. Mais Éric Zemmour, oui, il se réfère à Maurras et à d'autres. Donc ces racines idéologiques, elles sont anciennes. Et souvenez-vous que la France en Europe, c'est la France, c'est le Front National qui va devenir le modèle de beaucoup d'autres droites extrêmes en Europe. Lui, il est créé en 1972 sur le modèle du MSI, Mouvement social italien. Il lui copie d'ailleurs l'emblème tricolore. Il est créé en 1972. Et jusqu'en 84, 83, il n'a aucun succès dans les urnes. Mais à partir de 1984, 83, c'est les élections de Dreux, où ils entrent au conseil municipal de la ville de Dreux à cause de l'alliance avec la droite classique. Et ensuite, 84, c'est le premier succès au niveau européen, presque 11% des voix. Donc la France va montrer le modèle. Et Jean-Marie Le Pen et son parti vont devenir le modèle. Donc oui, il y a une antériorité. Depuis, ils ont été rejoints par énormément d'autres. Et Jean-Marie Le Pen est presque un peu ringard aujourd'hui. Il y a eu d'autres de droite extrême qui ont... C'est dans les droites scandinaves qu'on a eu cette idée de renverser l'argumentaire, de dire mais non, nous sommes démocratiques, nous défendons les femmes, les juifs, les gays contre le péril islamiste. Donc Marine Le Pen, elle a rénové un petit peu tout ça. Mais donc, oui, nous avons une très vieille tradition d'extrême droite. Maintenant, les positions sur la laïcité, là, oui, la France, elle a eu un combat séculaire entre la République et l'Église catholique. Elle en est marquée. Je veux dire, calmée par la loi de 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais ce qui fait que nous sommes particulièrement sensibles sur ces questions de tout ce qui peut être vu comme une atteinte à la laïcité. Et ce mot laïcité, aujourd'hui, il est sur le site du Front National. Ils défendent la laïcité. Et ils le défendent parce qu'ils ont une autre conception de la laïcité, parce qu'il y a des tas de manières de concevoir la laïcité. On peut insister sur la laïcité comme quelque chose qui permet à toutes les religions de coexister dans la République et à juste insister sur le fait que l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Il y en a d'autres qui ont une conception de combat de la laïcité qui veut dire aucun symbole religieux dans l'espace public ou défense de l'identité. Donc on avait posé une question ouverte dans l'enquête de la CNCDH et on voyait clairement qu'il y avait beaucoup de conceptions de la laïcité. Donc c'est un débat piégé. Et quand il y a eu l'affaire du voile, en 1989, ces jeunes lycéennes musulmanes qui voulaient garder le voile à l'école, il y a eu des divisions au sein des féministes et au sein de la gauche. Donc c'est un enjeu complexe et qui renvoie à cette histoire qui fait que nous sommes très attentifs à la laïcité, parce qu'on a toujours peur que ça redevienne comme avant, parce qu'on est marqué par cet affrontement entre l'Église catholique, qui, elle, est complètement rentrée dans cette norme républicaine. Enfin, quoique on pourrait revenir au débat actuel sur la confession et la loi de la République. Mais enfin, bon, tout ça, c'est un autre débat. Et tout ça pour dire que oui, la France a une vieille tradition de droite extrême, de droite ultra, et elle a été le modèle de ces droites extrêmes en Europe avec Jean-Marie Le Pen et son Front National. Cocorico. Oui, si on veut. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de laisser la parole au public. Une question en fait qui est récurrente chez Politeia et qui nous intéresse tout particulièrement dans ce contexte présidentiel. Quelle est selon vous la position du chercheur, son statut, sa fonction, son rôle, en particulier dans une période électorale comme celle que nous traversons? C'est un enjeu difficile. Je dirais que la position de chercheuse et de chercheur, c'est la position des sciences sociales,
c'est-à-dire apporter à la fois de la rigueur et de la méthode. C'est-à-dire, on reprend Spinoza, ne pas juger, ne pas rire, ne pas moquer, comprendre et expliquer. Et contrairement à ce que certains ont pu dire, comprendre, expliquer, ce n'est pas excuser, ce n'est pas se mettre du côté des gens, c'est se mettre à la place de la manière dont ils pensent pour mieux le décortiquer. Et donc pour moi, c'est ça la recherche. Ça a toujours été ça, c'est comme ça que Guy Michelat, qui nous a formés tous, des générations de chercheurs qui viennent de mourir, nous a formés. Et donc je trouve que notre apport est important. Il ne s'agit pas de prendre parti, il s'agit de montrer les choses avec des faits. C'est Durkheim, c'est la tradition de la sociologie, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Est-ce qu'on est neutre? Non. On a nos idées, on a nos sentiments, nos émotions, nos empathies et nos sympathies. Mais quand on écrit, on essaie que ça soit imparable, que ça soit un diagnostic clair et ferme. Et donc pour moi, c'est ça la recherche. Et je trouve inquiétant que dans notre pays aujourd'hui, on ait même des personnes au gouvernement ou à la présidence de la République qui jettent le doute sur les acquis des sciences sociales. Parce que c'est quand même Manuel Valls, qui a parlé de la culture de l'excuse en disant que les chercheurs qui travaillaient sur le terrorisme, à force de vouloir expliquer, ils risquaient d'excuser, ce qui est scandaleux quand on pense au nombre de morts qu'ont fait les attentats terroristes. C'est ensuite Emmanuel Macron qui m'a choquée en disant qu'aujourd'hui, les sciences sociales ethnicisent la question sociale. Dire qu'il y a des discriminations plus grandes en fonction de son origine et de sa couleur de peau, c'est un fait. François Héran, qui est un chercheur respecté au Collège de France, dit exactement la même chose. Jacques Toubon, venu de la droite, qui a été défenseur des droits, il a fait des enquêtes qui disent exactement la même chose, qui montrent que si vous êtes perçu comme noir, eh bien, vous avez 10 fois plus de chances d'être contrôlé par la police, 10 fois plus de chances d'être insulté à votre boulot. Donc, faire ça, ce n'est pas prendre parti. C'est essayer de comprendre les discriminations qui bloquent le fonctionnement harmonieux de la société française. Donc, je conteste ça. Emmanuel Macron a dit que les sciences sociales cassaient la République en deux. Je pense qu'au contraire, on essaie de réconcilier les différents morceaux de la République entre eux. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et je passerai sur les débats stériles et lamentables autour de l'islamo-gauchisme. Moi, je travaille depuis des années à la Commission nationale consultative des droits de l'homme avec Vincent Tibéry sur les préjugés envers les juifs, envers les musulmans, envers les Roms, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus rejetés en France, c'est ni les juifs ni les musulmans, c'est les Roms, et pas seulement en France, mais à travers toute l'Europe. Et quand on fait des entretiens qualitatifs, on entend à propos des Roms un déni de leur qualité d'être humain. Donc, il faut bien voir, et c'est important de le savoir. Et ensuite, quand moi je travaille sur les musulmans et les préjugés à l'égard, d'abord les préjugés antisémites, pour moi c'est fondamental. Il y a quand même la France, Vichy, la collaboration, l'antisémitisme, c'est d'une certaine manière l'horreur absolue. C'est l'aune à laquelle beaucoup continuent à évaluer les autres formes de racisme. Donc on travaille à fond sur cette question. Et certains m'accusent de minimiser l'importance de l'antisémitisme. C'est entièrement faux et c'est insultant. Mais travailler sur l'islam et sur la perception de l'islam et la perception des musulmans, en différenciant les deux, il ne s'agit pas pour moi d'empêcher les gens de critiquer l'islam. On peut critiquer l'islam sur le plan philosophique comme une religion, ce n'est pas mon propos. Moi, j'essaie de voir dans mes enquêtes si les personnes qui ont une certaine aversion aux pratiques de l'islam, et surtout celles qui sont visibles dans l'espace public, est-ce que c'est lié à un rejet des musulmans? Pas nécessairement. Beaucoup, oui. Est-ce que c'est, si on rejette ces pratiques de l'islam, parce qu'on a une défense plus solide de la laïcité, des droits des femmes et des droits des gays? Non. Nos sondages montrent que non, c'est plus compliqué. Ceux qui ont la plus grande aversion aux musulmans, ce n'est pas ceux qui sont les plus républicains, ni ceux qui défendent le plus les droits des femmes et les droits des gays. Donc, on voit que la réalité, une fois de plus, est très complexe. Et alors, on me reproche et on nous reproche d'utiliser le terme d'islamophobie. Oh, il est mauvais ce terme, comme est le terme de judéophobie, comme est le terme de romaphobie. Ce n'est pas de la phobie, les gens n'ont pas nécessairement peur des musulmans ou de l'islam. C'est un mauvais terme. Moi, on préfère utiliser aversion à l'islam.
Mais dans la plupart des sciences sociales internationales, on utilise le terme islamophobie dans le sens très précis, préjugé envers les musulmans et ou l'islam. C'est une hostilité systématique envers. Et on essaie de la voir. Répondre à une question négativement ne veut rien dire. Répondre à 15 questions négativement, ça commence à dire quelque chose. Donc c'est ce patient travail de déconstruction et de mise en parallèle que l'on fait. Pour moi, c'est le travail d'un chercheur et je continuerai à le faire. Merci infiniment, Nona Mayer, pour votre exposé absolument passionnant. Peut-être un mot de la fin, si vous souhaitez nous donner une dernière information, un dernier conseil pour sortir de cette panade d'extrême droite. Je me garderai bien de vous donner le moindre conseil. J'espère avoir un peu répondu à la question, faut-il avoir peur ? Ça dépend de vos valeurs. Moi, j'ai essayé de vous dire, en tant que chercheuse, quels sont les atouts, quelles sont les faiblesses. À vous de voir pour ou contre qui vous irez voter dans ces élections qui s'annoncent mouvementées. Et regardez les sondages avec la distance nécessaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon courage. Merci à tous pour votre attention, votre fidélité. Merci encore, Nona Mayer. Et à très bientôt chez Politeia. Au revoir.